bienvenue donc à ce premier webinaire là, orienté présentation. Donc, en termes de timing, on démarre donc normalement 13h30, 13h, 13h35. Là, l'idée, c'est que la présentation se veut jusqu'à, dans les textes, 14h et ensuite on laisse un temps de questions-réponses. Si vous avez des questions intermédiaires auxquelles on peut répondre sur un laps de temps, n'hésitez pas à les poser. Et pour information, je pense que vous avez été notifié, mais cette présentation est enregistrée. Et donc l'enregistrement sera disponible, ça fera l'objet d'un post, mais c'est surtout, normalement, vous devriez recevoir un mail avec la disponibilité de l'enregistrement à télécharger. Donc, bienvenue, merci pour votre présence pour ce premier webinaire, donc de la data à la BI. Donc moi, je me présente, Thomas Masson, alors nous sommes la société Manelto. Moi, je suis responsable de la partie commerciale chez Manelto. Et mon associé que vous voyez sur l'autre écran est responsable de la partie opérationnelle et client. On aura l'occasion peut-être un peu plus de se présenter. Là, l'idée, c'est que je vais faire le plus court possible, ce qui est un défi chez moi. Je vais vous présenter rapidement la société Manelto, histoire de rentrer dans le sujet assez... Hop, je peux te laisser peut-être juste... Vous voyez bien après ce qui a avancé? Parfait. Alors, Manelto, société donc expert des solutions Microsoft, nous sommes intégrateurs, donc on déploie les solutions de l'éditeur chez nos clients. Créé en 2016, donc quasiment 9 ans là. L'objectif était à l'origine avec mon associé, donc Julien, on a créé Manelto pour euh, inonder, on va dire, le nord de Paris, etc., de toutes les solutions Microsoft. L'objectif était à l'origine d'accompagner les PME, principalement dans leur transition numérique, avec un vrai souhait d'être en proximité. Initialement, on traitait beaucoup de sujets autour de Dynamics CRM, autour de la relation client, et ça s'est petit à petit étoffé avec d'autres solutions, et évidemment, puisque la solution de la relation client en elle-même, donc le CRM en lui-même, nécessite d'autres briques pour venir compléter les usages de nos clients. Et une de ces briques étant la data. Et donc c'est une de ces briques sur lesquelles on va aborder un peu plus aujourd'hui. Quand on a créé donc Manelto, on était deux, aujourd'hui 10 collaborateurs et principalement un mix entre des gens qui sont très orientés techniques et des gens qui sont très orientés métiers, fonctionnels, qui accompagnent donc nos clients depuis presque 10 ans maintenant. Nos trois grands axes de solutions traitées chez nos clients sont regroupés dans ces trois grandes briques. Alors, c'est toujours un petit peu compliqué d'expliquer dans le détail, mais l'idée, c'est qu'en fait, chez nos clients, nous traitons ce qu'on appelle les applications business. Alors, dans le monde Microsoft, ça permet de répondre aux usages que vous allez rencontrer dans les petits mots qui sont en italique. L'idée, c'est vraiment d'accompagner la transition digitale. Donc, un besoin fonctionnel, un besoin métier, un besoin très spécifique sur de la relation client, sur de la gestion de projet, sur de la saisie des temps, sur vraiment un processus qui va nécessiter potentiellement la mise en place d'une application. Là, on est vraiment dans le monde business app. Et donc, en termes d'outils Microsoft, c'est la Power Platform, c'est Power Apps, c'est toutes les solutions qui vont permettre justement, en termes métiers, d'apporter de la valeur à nos clients. La couche intermédiaire, c'est la couche de data dont on va beaucoup parler aujourd'hui, donc je vais peu m'étendre sur le sujet, mais c'est une suite logique. Quand on traite par exemple un sujet CRM, on va générer de la data, naturellement, nos clients nous demandent aussi d'être accompagnés sur des reportings, sur de la construction d'indicateurs de performance et un suivi quotidien sur tout ce qui est implémentation de data. Et la troisième partie, qui est une partie un peu plus technique, un peu plus back-office, je vais l'appeler, qui tourne autour de la partie gestion au quotidien de la sécurité du parc informatique, chose qui est de plus en plus un enjeu majeur, alors autant dans les grandes entreprises que les petites. L'idée, c'est vraiment d'accompagner, de vulgariser aussi cette partie-là qui est un peu plus technologique, qui est un peu plus obscure, on va dire, pour certains clients, et d'accompagner toujours, encore une fois, dans le pragmatisme, hein, autour de la sécurité, autour de la mise en place de la gestion des accès, de la gestion des identités, de protéger les emails, de protéger les applications. Encore une fois, on met beaucoup d'applications en ligne, il faut protéger toute cette partie d'environnement Microsoft. En tant qu'expert et partenaire de l'éditeur, nous accompagnons nos clients de la première rencontre, hein, on va dire, de l'avant-vente jusqu'au support et toute la partie fourniture de licence. On est vraiment avec une vocation d'accompagner nos clients de l'intégralité des processus. Quand on traite un process métier, on va analyser le besoin, fournir la solution, mettre en place la partie technique et supporter le client par la suite.
Voilà pour la partie Manelto. Donc, en tant que partenaire de l'éditeur, on essaye aussi de diffuser un peu de la veille, on essaye de diffuser des nouveautés. Un des enjeux aussi, c'est d'être capable chez nos clients de faire rayonner l'éditeur. Alors, rayonner par ces nouvelles solutions, mais aussi rayonner par les usages des solutions dont le client dispose. Un Microsoft 365 aujourd'hui est souvent sous-utilisé dans l'étendue fonctionnelle de ses possibilités. Et c'est un petit peu aussi pour ça qu'on met en place ces webinaires. Et donc, typiquement, le premier webinaire dont on parle là aujourd'hui, c'est un axe assez important chez nos clients, à savoir le traitement de la data. Le premier sujet, c'est toujours de centraliser, de regrouper la donnée. Et maintenant, ça va être justement de passer sur ces nouvelles technologies pour aller plus loin dans l'organisation de la data. Et là, je vois le temps qui passe, donc je vais vite laisser la main à mon associé qui me fait des grands signes. Je coupe le micro. N'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai au fur et à mesure. Alors, bonjour à tous. Je reprends le flambeau de Thomas, merci. Je m'appelle Julien, je suis effectivement aussi cofondateur de Manelto et je m'occupe un peu plus de la partie opérationnelle. Euh, rentrons dans le vif du sujet. En fait, l'objectif du jour qu'on essaye un petit peu de recadrer ça n'est pas de vous faire une présentation de Power BI en long, en large, en travers. C'est pas non plus le sujet n'est pas non plus de descendre dans le détail de ce qu'est Fabric. L'objectif, c'est de partir d'une connaissance qu'on a peut-être à peu près tous, ou en tout cas, je vais le rappeler dans un tout premier temps, de ce qu'est Power BI et de ce qu'apporte Fabric à Power BI. L'un ne remplace pas l'autre, c'est plutôt complémentaire. Et l'idée, c'est d'essayer de vous faire comprendre aujourd'hui quel est l'apport de Fabric à Power BI et comment ces deux produits de dialogue et sont très liés et sont plutôt complémentaires en fait. Donc on va partir d'un exemple tout simple sur un bête rappel de ce qu'est Power BI pour les personnes qui ne connaîtraient pas ou qui connaîtraient peu. Donc effectivement, on n'a jamais beaucoup de difficultés à présenter Power BI parce que c'est plutôt une solution qui se veut sexy. J'aime bien le mot, mais on l'utilise souvent parce que effectivement, ça plaît beaucoup aux utilisateurs finaux, aux utilisateurs métiers, et en tout cas, ça met en valeur des données qui peuvent pas paraître abstraites dans un Excel. Mais ça se veut aussi assez pratique parce que c'est disponible sur le web. Très souvent, on a quelque chose de simple à lire, en tout cas à consommer. Et c'est simple à consommer parce que c'est souvent sur le web. Donc on a ça dans le creux de la main sur un iPhone ou sur une page web. Ça se veut aussi assez interactif, donc si je vais simplement switcher mon écran sur le BI que vous avez en exemple ici. Encore une fois, B.A.B.A. de Power BI, hein, mais pour les gens qui connaîtraient moins la solution, l'objectif ici est d'avoir un tableau qui a été construit avec des données de test, hein. On retrouve le cas de test que la société que Microsoft aime mettre en avant. Et effectivement, dans lequel on va retrouver l'intérêt de Power BI, à savoir un tableau de bord que Microsoft précalcule pour que un utilisateur puisse venir affecter des filtres et avoir une interactivité avec le tableau de bord qui est plutôt fun à utiliser en fait. Donc là, on est sur un bête tableau de bord qui présente sur une carte de France des prospects et des clients. Et effectivement, on a différents segments dans ce tableau de bord qui vont me permettre de venir par exemple, filtrer sur les clients qui sont localisés dans le Nord ou dans la Marne, voilà, par exemple. Ça va aussi me permettre de trouver plutôt sur un segment secteur d'activité ici, de trouver tous les clients et prospects qui travaillent dans le BTP. Et on va voir que la carte ici va se mettre à jour. Et forcément, quand on vient, on peut venir cumuler ces différents filtres. Donc si je me mets à chercher les clients prospects qui sont dans le Nord et qui travaillent dans le commerce négoce, je me trouve avec deux prospects qui sont plutôt dans le Douai, près de Douai, là, et du côté de la Bassée. Voilà. Donc c'est ça qui va être intéressant dans Power BI, c'est de venir avoir cette interactivité avec le dashboard. Je repasse sur ma présentation. Donc ce Power BI, il est plutôt... c'est celle-ci.
Power BI, il est plutôt effectivement interactif. Et alors, comment tout ça, ça fonctionne? C'est en fait plutôt simple. Là, je mets ma casquette concepteur de rapport. Le Power BI et la partie visuelle, elle se trouve plutôt à droite ici, hein. C'est ce que j'ai appelé un rapport. Et ce rapport va s'appuyer sur une ou des sources de données. Donc là, on est parti de quelque chose de très simple avec une source de données. Là, on peut imaginer que derrière mon tableau un peu sexy, j'avais un fichier Excel qui me donne la localisation et puis le secteur géographique de clients ou de prospects. Et ce qui rend effectivement le sujet un peu magique, c'est ce que Microsoft appelle un modèle sémantique ici, qui est bien connu des gens qui font d'ores et déjà du Power BI, dans lequel effectivement, ce que j'appelais le précalcul, c'est là que toute la magie s'opère. C'est-à-dire que le modèle sémantique là, peut toujours mettre un petit peu de temps avant de se mettre à jour. Et c'est effectivement là où Microsoft précalcule un peu tout, filtre, travaille beaucoup les données, et même effectivement des millions et des millions de lignes qui sont insérées dans un modèle sémantique peuvent être visualisées dans Power BI sur un simple clic et filtrées, triées. On peut faire le rapport avec Excel qui peut être un petit peu différent là-dessus. Et c'est ça, effectivement, qui rend un peu magique. Alors, c'est plutôt pour le picto, hein, mais c'est qui rend un peu magique la chose. Là où ça se complique, c'est quand on va effectivement multiplier les sources de données. C'est-à-dire que c'est très rare qu'on ait un Power BI qui ne contient qu'une source. Donc on va pouvoir un petit peu multiplier ces sources de données-là. Et donc on est quasiment dans le même schéma, hein. L'idée générale ici est d'avoir des sources de données qui vont alimenter un modèle sémantique qui va venir alimenter notre rapport. Donc on peut imaginer par exemple un schéma un peu classique, des clients, des produits et puis une table de vente. Et puis tout ça vient alimenter un rapport. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué parce que si on est dans des systèmes un petit peu différents, si on imagine qu'on a le site web, il faut un petit peu organiser la récupération de ces données dans des temps donnés, dans des temporalités un petit peu établies. Et donc très souvent, ce qu'on met en place historiquement, c'est soit on a une base de données intermédiaire qui fait un petit peu le travail, soit on va chercher des composants Azure pour faire ce travail-là. Et on essaye effectivement d'orchestrer un petit peu la récupération de cette donnée qu'on vient déposer dans le modèle sémantique. L'état de fait aujourd'hui, c'est que tout ce que j'ai appelé l'intelligence et la complexité du rapport va se trouver dans le modèle sémantique. Donc, imaginons ici qu'on ait un ERP et un CRM, il va bien falloir un petit peu, on a deux notions de clients qu'il va falloir fusionner. On peut avoir un calcul de chiffre d'affaires qui dépend de sources un peu différentes qui va se trouver là aussi dans le modèle de données. Des dimensions, en tout cas toute l'intelligence de calcul et de conception du rapport va se trouver dans ce modèle sémantique. Ça peut vite devenir un enfer. Alors j'ai pris un cas client que j'ai un petit peu anonymisé, mais un modèle sémantique, quand ça commence à grossir et voire beaucoup grossir, ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Et ça devient un petit peu injouable. Alors, je vois quelques personnes dans les participants qui se reconnaîtront peut-être, mais dans cette problématique-là. Mais un modèle sémantique, au fur et à mesure de sa vie, il gonfle, il a tendance à gonfler, beaucoup grossir. Et effectivement, quand on est concepteur, on s'y retrouve encore un petit peu. Mais quand on est effectivement consultant ou qu'on hérite d'un tableau de bord qu'on n'a pas designé, c'est toujours un petit peu compliqué. On est assez loin du schéma en étoile un peu théorique de Microsoft sur ce sujet-là. Et donc, c'est une vraie problématique. Alors, j'ai pris deux, trois choses que nous, on rencontre chez nos clients, hein, les cas un peu classiques. Je vous parlais de la table de dimension client, là. Imaginons qu'effectivement, on ait un tableau de bord qui discute de clients, et qui présente des clients, et on ait une autre source de données qui vient un petit peu compléter le client. Je parlais d'un site web tout à l'heure. Les données clients d'une entreprise qui viennent être complétées par son activité sur le site web.
Et ben effectivement, il y a ce référentiel client qui vient un petit peu s'entrechoquer dans le modèle sémantique. On peut avoir des mises à jour de modèles sémantiques parce que il y a de bonnes raisons d'avoir un modèle sémantique qui discute vente, par exemple, et puis quelque chose qui est beaucoup plus orienté marketing. On a des axes de calcul différents, donc il faut vivre avec plusieurs modèles sémantiques. Donc comment on fait pour sourcer les mêmes données, mais dans des modèles un peu différents? Ce qui peut se passer aussi, c'est qu'on peut avoir de multiples rapports qui vont s'appuyer sur le même modèle sémantique. Donc, quand on va mettre à jour un modèle ou quand un rapport doit un petit peu dériver du modèle sémantique, ça devient un peu délicat de le mettre à jour, ce modèle. C'est là qu'arrive notre ami Fabric, et c'est un petit peu ça qu'essaye de faire, cette problématique qu'essaye de traiter Microsoft avec Fabric. Alors, on va laisser Power BI, hein, c'est pour ça que je parlais de complément. Power BI il reste ce qu'il est, et il restera effectivement la couche de consultation qui est privilégiée, c'est ce que verront les utilisateurs. Mais Fabric va s'occuper de tout l'amont, en fait. L'objectif ici, c'est de donner des outils SaaS, ce qui n'était pas le cas avant, hein, dans l'écosystème Microsoft, dans l'interface quasiment de Power BI, en mode clavier-souris, pour traiter toutes ces problématiques-là, qui aujourd'hui sont plutôt traitées par de la technique, et qui posent de nombreux problèmes, notamment sur cet aspect modèle sémantique. Alors, dans les grandes lignes, Power BI, je vous ai simplement repris un slide de Microsoft. Qu'est-ce que c'est que Fabric? C'est une agrégation de contenu, hein. Donc, on voit que Microsoft inclut Power BI dans Fabric, mais vient compléter cette offre Fabric avec plein de noms diverses et variés. Alors, avec des choses qui nous parlent un peu plus et des choses qui nous parlent un peu moins. L'idée, effectivement, c'est de mettre une collection d'outils en amont de Power BI pour être capable d'organiser toute cette récupération de données. Je ne vais pas trop m'étendre, je vais plutôt vous faire voir à quoi ça peut correspondre. Je vous propose une petite démo du coup sur le sujet. Je suis parti d'un modèle qu'on a nous en démo sur notre environnement dans lequel on va venir rajouter une source de données. Donc je vais switcher mon écran. Hop, on va repartir sur mon Power BI, ici. Et donc l'objectif, ça va être de venir compléter un petit peu un rapport que j'ai à dispo. Donc comment tout ça, ça va se passer? Depuis Power BI, ici sur la gauche, on va trouver un bouton qui présente Power BI et qui, quand on clique dessus, va nous permettre de switcher entre les deux mondes. Power BI qui est plutôt le monde de la visualisation, avec un menu ici qui présente de la visualisation. Et puis Fabric, hop, on va switcher dedans. C'est là où on voit l'icône un petit peu changer. Et là, on n'est plus dans la visualisation, on va plutôt présenter effectivement du process, du chaînage de données, comment effectivement on va amener des données et de bonnes données pertinentes à Microsoft Power BI. On va aller récupérer l'espace de travail qui m'intéresse. Et là, tout de suite, dans l'espace de travail de mon Fabric, on va retrouver un petit peu le schéma que j'ai tenté de vous dessiner tout à l'heure, mais que Microsoft va cette fois-ci structurer. Globalement, et avant Fabric, Microsoft, dans Power BI, ne s'intéressait qu'à mes briques jaunes ici, qui vont correspondre à des rapports, hein. Pour le coup, je vais vous faire voir le rapport qu'on va essayer de mettre à jour. Donc, je ne me suis pas concentré sur l'aspect graphique du rapport, mais j'ai un petit rapport Zendesk. L'objectif, ça va être de rajouter une colonne ici. Voilà, dans Fabric, Microsoft va vraiment présenter tout ce qui est la chaîne amont et va matérialiser de manière visuelle la manière dont on va venir récupérer les données. Donc les briques qui sont vertes, c'est les sources de données. Les briques qui sont bleues, ce sont des briques de stockage. Les briques violettes, ce sont des briques de transformation. Et puis les briques jaunes, ce sont des briques de visualisation. Je vous présente ça un petit peu dans le détail après. On va tout de suite entamer la modif. Donc là, je déplace un petit peu ça. Ces rapports et ce Fabric ici traitent de 3 données, donc notre CRM, le RP et les aspects réseaux sociaux de Manelto. Ce qu'on va venir ajouter ici, c'est une brique Zendesk.
qui est un outil de service client qu'on utilise pour notre support. Donc là, on va venir ajouter une brique de récupération de données que je vais venir nommer tout simplement Zendesk. Voilà. Et je vais indiquer à Fabric que bah, j'ai besoin de stocker cette information-là pour commencer à la traiter et à l'amener vers mes rapports. Cette brique Zendesk, alors j'ai triché un peu pour les besoins et le timing de la démo. J'ai un petit peu préparé le coup. Donc j'ai déjà récupéré tout un tas de choses dans Zendesk. Ce qu'on va faire ensemble, c'est récupérer la dernière table qui nous intéresse, c'est-à-dire les métriques. Donc là, je vais aller dans la récupération de Zendesk. Pour les gens qui font déjà beaucoup de Power BI ou qui connaissent bien l'outil, ils vont reconnaître une interface qui est aujourd'hui dans Power BI Desktop, mais et qu'on manipule beaucoup, qui se trouve effectivement dorénavant directement dans Microsoft Fabric, en édition depuis le web. Et donc là, on voit qu'on a on a récupéré quelques tables de Zendesk. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer ma source de données Zendesk et puis on va aller la compléter. Donc là, c'est vraiment l'écosystème Microsoft Fabric qui va aller, grâce aux chaînes de connexion que je vais donner, à interroger un système, donc un système Microsoft, qui soit technologique ou pas, une base de données SQL ou peu importe, voire des systèmes extérieurs. Donc là, c'est le cas ici. J'avais un cas aussi avec Asana, qui est un outil de gestion de projet qu'on utilise aussi nous aussi beaucoup. L'objectif ici, d'aller consommer la donnée, quel que soit l'endroit où elle est en fait. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer les métriques des tickets. Alors, les métriques d'un ticket au sens Zendesk, c'est toutes les KPI. Donc, par exemple, en combien de temps on a terminé le ticket, ou en combien de temps on a apporté une première réponse à nos clients. C'est ce qui va nous intéresser ici. Donc, je vais ajouter cette liste-là que Microsoft sur lequel j'ai eu une prévisualisation. Je vais, pour des questions de bonne pratique, je vais un petit peu euh, renommer cette histoire-là. Hop. J'avais préparé aussi un petit script ici pour que la table soit un peu plus consommable et jolie. Hop. Encore une fois, pour les habitués de Power BI, là, vous devez reconnaître des choses que vous connaissez. Et je vais aller dans l'aspect graphique ici pour donner une destination. Donc là, ma fameuse table ici de Zendesk, je vais un petit peu étendre toutes les étapes de transformation qu'elle a. Donc au final, elle va ressembler à quelque chose de ce style-là. Et puis, je vais aller demander à Microsoft Fabric de me la déposer dans un conteneur de mon choix. Donc là, je vais aller sélectionner mon entrepôt de données. Et puis, dans cet entrepôt de données, je vais venir déposer les données de la table de Zendesk qui m'intéresse. Donc, en l'occurrence, voilà mon entrepôt. Je vais faire suivant. Il va me demander les quelques configurations possibles. Donc, moi, je vais passer dans quelque chose qui va être remplacé à chaque mise à jour. Et donc, je vais enregistrer et publier. Lors de la publication, on va voir que le comportement de Fabric va être de lancer tout de suite la mise à jour. Donc on va voir voilà, mon petit sablier se lancer ici. Donc qu'est-ce que fait Microsoft là-dessus? Le fait d'avoir ajouté une nouvelle source de données ici, qui comprend effectivement de la récupération de tables dans Zendesk, va venir récupérer, Microsoft lance la récupération de l'ensemble de cette information-là et va venir jouer la manière dont je souhaite récupérer les tables, quelles tables souhaitent être récupérées et les transformations que je veux y opérer. Dans la logique de mon tableau qui est ici, hein, qui est une interprétation très personnelle, j'aurais pu créer d'autres briques, hein, c'est vraiment à conviction et à disposition. Je vais dans un premier temps venir déposer dans un endroit de stockage mes données brutes en fait. L'objectif étant d'avoir un référentiel de données. Donc là, on peut imaginer que tous les soirs ou à heure constante, bah, je vais venir récupérer effectivement des choses de l'ensemble de ces sources
sources de données-là pour les déposer, les stocker dans un endroit. Si je vous prends un exemple, hein, si on regarde ce qui se passe dans le côté CRM, quand je parle de données et de récupération de données, on peut aller dans la planification ici, et puis on peut voir que on peut être de l'ordre de la minute, on peut être de l'ordre de l'heure, on peut avoir vraiment des plages de données complètement différentes, voire avoir une source de données qui est récupérée toutes les nuits et une qui doit se mettre à jour toutes les 10 minutes. On pourrait opérer ce genre de choses-là. Une fois que les données sont stockées de manière un peu brute, on va les transformer pour les préparer à la visualisation data. L'objectif, je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure. Ici, on a plutôt une table client dans notre CRM. Dans notre ERP, on va aussi avoir une table client. L'objectif n'est pas d'avoir deux tables clients au final, c'est d'avoir une table de clients unifiée. Donc là où je vais avoir la table client CRM ici et la table client ERP ici, bah, la transformation qui est la préparation de données, qui est la brique qui est ici, va transformer, va fusionner en fait ces tables pour avoir une vision unique de ce client dans l'entrepôt de données, donc, ce qui sera notre data warehouse. Et ainsi de suite, en fait. On opère autant de récupération de données, autant de stockage, autant de transformation qu'on veut, et on passe les briques qu'on souhaite autour de ce sujet-là. Donc, on voit qu'il a terminé, là, 13h12, non, 13h12, c'est un peu bizarre, enfin, voilà, il doit avoir terminé. On va aller le voir ici. Ok, 13h58, c'est beaucoup mieux. On va aller dans l'entrepôt et puis on va voir effectivement que Fabric a dû nous rajouter les tables qui nous intéressent. Donc un entrepôt, c'est un stockage de données hein, dans laquelle effectivement bah, on va avoir notre petit effet démo peut-être. Non, voilà, la voilà. J'ai mis à jour. Donc, on va avoir effectivement l'ensemble de nos tables qu'on avait déjà récupérées. Et la table ticket métrique, là, celle qui va nous intéresser, va être directement ajoutée à notre data warehouse. Donc là, c'est vraiment Microsoft qui va venir sur le paramétrage que j'ai fait précédemment, va venir ajuster tout ça et puis construire l'entrepôt de données en fonction des transformations que j'ai souhaité faire. Ce qui est intéressant et ce qui est nouveau aussi dans Fabric, c'est que cet entrepôt de données contient directement un modèle sémantique. Donc c'est là où effectivement, bah, quand je vais aller dans ma notion de modèle ici, je vais pouvoir retrouver le modèle sémantique aujourd'hui qui s'applique dans cet entrepôt de données. Et puis, ben, j'ai ma nouvelle table ici qui s'est ajoutée. Et là, ben, je fais je me dis, je vais pouvoir venir transformer mon schéma de données et mon modèle sémantique pour qu'il puisse rayonner ensuite sur l'ensemble de mes rapports. Donc là, là, on est dans de la base de données Zendesk. Hein. Ce qui lie ces deux tables, ce sont le ticket ID ici et puis là, hop, le ticket ID ici, et puis l'ID Zendesk. Hop. Donc je vais créer le lien entre les deux tables. Et puis, ben, ce lien, il a été créé directement au sein de Microsoft Fabric. Hein. Encore une fois, pour les connaisseurs Power BI, on n'a plus besoin d'extraire le Power BI, de venir le modifier, de venir le republier sur le web. Tout ça va vraiment se passer directement sur le web. Qui dit sur le web dit aussi l'aspect collaboratif. Hein. Si vous êtes plusieurs à travailler sur un même tableau de bord, ben, ça simplifie beaucoup les choses. Et comme je le disais tout à l'heure, derrière un entrepôt de données ici, vous avez bah, la capacité de venir ajouter différents modèles sémantiques. Donc je vais pouvoir fermer ici, regarder effectivement mon modèle sémantique qui contient bien l'ensemble de mes tables dorénavant ici. Hop. Bah, on va pouvoir repasser dans le rapport que je voulais. Ah, tiens, je l'ai fermé. Dans le rapport que je voulais mettre à jour tout à l'heure. Donc, on va retourner dans ma fabrique. Donc, dans mon rapport qui s'appelle service client ici. Et cette fois-ci, bah, je vais pouvoir le lancer et je vais pouvoir l'éditer
pour récupérer effectivement la fameuse table ticket métrique. Donc elle est apparue parce que j'ai effectivement fait ces manipulations de données. Et comme j'ai donné un sens à cette table parce que je l'ai liée à la table ticket ici, donc ma table qui présente des tickets, je vais pouvoir effectivement aller chercher la métrique qui m'intéresse. Tout à l'heure, je parlais de le temps de résolution pour un ticket, donc je vais pouvoir le glisser-déposer ici. Voilà. Alors, on va y mettre un petit peu, c'est pas la somme qui m'intéresse, c'est le temps ici. Et donc là, pour l'anecdote, hein, on a le temps en minutes qui sont passés sur les tickets entre l'ouverture et la fermeture. Donc ça, je vais pouvoir enregistrer mon dashboard et puis le repasser en lecture seule. Voilà. Donc là, en résumé, ce que je viens de faire, c'est effectivement d'ajouter à mon entrepôt de données global au sein de Microsoft Fabric, je viens d'ajouter une nouvelle table et ce nouveau listing de tables qui va me permettre effectivement de rayonner sur l'ensemble du rapport. Encore une fois, si cette mesure ici, elle doit avoir un impact dans un autre endroit du dashboard. On peut imaginer que sur la partie commerce, on puisse un petit peu marketer ou vérifier le SLA qui a été vendu au client par rapport à effectivement le temps qui est passé à la résolution. Et la donnée ne se trouve pas dans mon rapport comme historiquement avec Power BI, elle se trouve dans mon entrepôt et puis elle rayonne un petit peu partout. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, que ça soit de la fusion de tables, que ça soit des mesures, les KPI ou que sais-je, encore une fois, si je prends un exemple plus commerce, quand on avait l'habitude de calculer un chiffre d'affaires et d'avoir une mesure dans le sein de Power BI qui calcule le chiffre d'affaires de l'entreprise, très souvent, on est assez embêté quand il faut passer ce chiffre d'affaires dans un autre monde. Donc, en finance, on va avoir besoin de ce chiffre d'affaires. En service client, on va peut-être avoir une segmentation en fonction du chiffre d'affaires. Et puis, quand la mesure a été calculée au sein du dashboard commerce, il est très difficile de ne pas devoir la dupliquer et c'est pas tant en termes de modèle de données. Là, l'objectif de Fabric ici, c'est de déporter la mesure et de venir la calculer dans l'entrepôt pour qu'ensuite chaque rapport Power BI puisse en profiter quand on en a besoin. Voilà pour la démo. Hop. Je vais fermer ça, je vais revenir au Power BI. Au Power BI. Au Fabric. PowerPoint. Ce qu'on voit déjà, c'est que c'est. Alors, je me permets deux sujets. Déjà, la démonstration étant en live, le clic-clic est toujours un risque, mais c'est plutôt efficace. Et c'est vrai que ce qu'on voit déjà, c'est que Power BI, Fabric, etc., sont quand même des outils qui aujourd'hui sont devenus ultra compréhensibles. Alors, ça ne veut pas dire que c'est accessible, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde est capable ou tout le monde a envie de se mettre dans ces sujets-là, mais les outils sont quand même très user-friendly, sont clairs, sont compréhensibles. On ne va pas faire les vieux, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était loin d'être le cas. Donc, Microsoft a énormément bossé sur le sujet et c'est aujourd'hui très, très lisible. Est-ce que vous avez des questions particulières? Est-ce que vous souhaitez aborder un sujet en particulier? Est-ce que vous avez tout compris, tout entendu? Est-ce que vous avez n'importe quelle question? N'hésitez pas. Revenir sur un point particulier ou même se lancer dans une démo un peu plus improvisée, mais à souhait. On peut aussi réactiver les micros, hein. On est entre nous, comme on dit. Donc, je vais vous manifester, je réactiverai le micro si besoin. Sinon, c'est que tout était clair. C'est vrai que ce qui est toujours un peu complexe, c'est de mélanger justement les différents outils. Alors, je me permets d'activer le micro. Plus efficace, hein, je pense. Hop, ça doit être bon. Je pense qu'on peut t'entendre. Bonjour. Ouais. Vous m'entendez? Ouais, on s'entend bien, Julie, ouais. J'ai une petite question, du coup. À quel endroit tu fais toutes les requêtes et tout ça quand tu viens chercher les champs, du coup? Alors, soit j'ai raté l'étape, Hop, alors attends, je te ou alors refais on n'a voir. vraiment plus besoin de l'IT.
Non, non, on va encore en avoir un petit peu besoin, je te rassure. Hop. Les requêtes sont ici en fait. Donc pour des gens qui utilisent déjà des services dans Azure, on va retrouver ce qu'on appelle des pipelines. Donc là, on va avoir l'ensemble des requêtes qui vont être directement dans Azure. Donc par exemple ici, on vient récupérer les données du Dataverse et puis on vient les mettre dans un entrepôt de données. Ou ce que j'ai fait voir tout à l'heure sur la partie sur la partie Zendesk ici, bah, ressemble ressemble assez fortement à ce que quand on connaît bien Power BI, on a dans Power Query. Donc en fait, c'est tout simplement Power Query qui a été mis dans le site web. Ok, j'avais raté la partie. Merci. Voilà. Oui, on aura toujours besoin de l'IT. A priori. Non, ce sont des Et ça, solutions qui sont vraiment adaptées, mais oui, vas-y, Julie. ça sera disponible à partir de quand, du coup? Alors, c'est disponible. En fait, c'est disponible depuis quasiment un an maintenant. Alors, l'objectif est d'y aller petit à petit hein, sur des sujets. Nous, les sujets Power BI qu'on commence dorénavant maintenant, on le fait avec, on met de la fabrique tout de suite dedans sur des sujets qui démarrent aujourd'hui. Sur des sujets historiques, l'objectif est de faire le switch. Alors, en fait, toute cette partie-là existe souvent déjà. Elle existe effectivement parce qu'elle est nécessaire à l'alimentation des tableaux. L'objectif est plutôt de la retransformer. Donc là, il y a un modèle économique qui est très lié au SaaS. Donc, vous avez un forfait comparé à Microsoft Fabric qui va vous donner des capacités de calcul pour effectivement organiser toute cette récupération de données et qui vient se substituer à la solution que vous avez actuellement. Donc, par exemple, si vous avez de la consommation Azure aujourd'hui pour organiser toute cette transfert de données, en fait, on vient annuler, remplacer cette consommation Azure pour la retransformer en une licence, on va l'appeler comme ça, Fabric, dans laquelle, effectivement, il faut venir recabler ce qui a été fait historiquement. Ce qui, en termes de coût, permet d'être beaucoup plus en maîtrise. C'est vrai que parfois, certains travaux, certaines actions côté Power BI ou côté Azure Data Factory peuvent entraîner des coûts de consommation Azure qui sont pas maîtrisés à l'origine. En fait, ça permet aussi de venir apporter une flexibilité sur des usages qui aujourd'hui, nous, en tant qu'intégrateur, on a du mal à pousser à nos clients justement pour ces raisons de coût, qui sont par exemple de la fréquence de rafraîchissement. Aujourd'hui, dans les cas d'usage, on compte 2, 3, 4, 5, peut-être 6 fois par 24 heures. Là, comme montrait Julien tout à l'heure, le rafraîchissement à la minute n'entraîne pas de coût complémentaire côté consommation Azure, ce qui est un vrai game changer pour certains sujets qu'on va traiter pour le coup plus facilement avec quasiment du synchronisme, avec une synchronicité quasiment permanente. Donc ça, c'est beaucoup plus accessible. Merci. De rien. Une autre question peut-être? A priori, c'est que le reste était clair. Parfait. Alors, je pense qu'on est dans les temps, ce qui est je suis assez impressionné. Performance pour nous. Ouais, ouais, c'est parfait. Merci à tous pour votre écoute. De toute façon, vous avez nos coordonnées pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, vous avez nos coordonnées dans les différents échanges. L'enregistrement sera disponible, comme je vous avais dit un petit peu juste à la fin. Vous allez recevoir un mail de la part de Teams. Alors, j'avais remarqué que Teams envoyait des mails qui parfois n'arrivaient pas forcément dans la boîte de réception avec une adresse qui nous emmène vers une. N'hésitez pas à aller voir votre boîte indésirable. Parfois, ça peut arriver, j'ai l'impression. Mais en tout cas, vous allez avoir à disposition déjà dans la conversation le lien de la vidéo à télécharger si souhaité. Et puis, vous allez forcément voir un post passer sur le sujet. Nous nous tenons à votre disposition si besoin. Et puis, si tout est bon pour vous, je peux vous souhaiter une belle fin de journée. Alors, avec presque dans les temps, il nous manque encore 1 minute et demie. C'est quasiment parfait. Parfait. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.